Eh bien voilà, on se retrouve sur www.villagesemence.fr, c'est ici que ça se passe et nulle part ailleurs, une alimentation saine et sûre. Vous êtes avec nous, et, grand plaisir depuis ce matin. Village Semence est plus que jamais, je ne cesse de le répéter et je continuerai tout au long de cette semaine, un laboratoire d'idées, de partage, d'initiatives et d'innovation. Et lorsqu'on parle d'innovation, on évoque forcément les nouvelles technologies de plus en plus présentes dans le monde agricole. À mes côtés, et tout au long de cette semaine, il est là à côté de moi, Laurent Bilger, qui est directeur de l'agence BRT. Laurent nous parlera notamment des circuits courts et comment on passe finalement du local au digital. C'est ça, Laurent ? Absolument, Alain. Merci pour l'invitation. Effectivement, il y a aujourd'hui des modèles hybrides qui se mettent en place et qui font qu'on doit penser le circuit local avec de multiples déclinaisons qui sont en phase avec toutes les expériences dans les territoires. Voilà. Donc Laurent va nous accompagner tout au long de cette semaine jusqu'à vendredi. Je l'en remercie, bien évidemment. C'est moi qui te remercie. En duplex, merveilleuse technologie, bien évidemment. En duplex, j'ai de Castelnau-le-Lez, voilà, un territoire qui m'est cher, même très très cher. Son maire, Frédéric Laforgue, qui est aussi vice-président de Montpellier Méditerranée Métropole. Frédéric, merci d'avoir répondu à notre invitation. On sait, tout comme notre compagnon d'aujourd'hui et ami Patrick Molinoz, qui est lui le vice-président de la région Bourgogne-Franche-Comté. Patrick, bonjour. Merci également d'avoir répondu à notre invitation. Alors, la première question que j'aimerais vous poser, elle est pour vous, Patrick. Patrick, en préparant cette émission, vous m'avez dit une phrase qui m'a interpellé. Le numérique est l'allié des circuits courts. Oui, bonjour à tous, merci de l'invitation, merci à Ecoterre et merci aux technologies numériques qui permettent, en cette situation sanitaire évidemment complexe, de maintenir une forme nouvelle de ce rendez-vous avec le monde agricole tellement important pour la profession et puis plus largement pour la France et les Français. Évidemment, cette version numérique, elle est très différente. Elle n'amène pas la ferme à la ville. Pour les Parisiens, c'est sans doute un crève-cœur, mais elle permet de maintenir un lien. Et quand je vous dis, l'autre jour, quand on a effectivement préparé le numérique est l'allié de la proximité, vous venez de dire en introduction du local au digital. Moi, ce que je veux vous dire, c'est du digital au local. On est souvent soumis, en particulier ces derniers temps, du fait du confinement et des restrictions qui s'imposent à beaucoup de Français. On est dans une critique parfois un peu simple et systématique de la question numérique, pointant du doigt des acteurs, en général des acteurs puissants et plutôt des acteurs étrangers, comme étant la source des maux, du commerce et de l'échange de proximité. Moi, ce que je crois et ce que je défends, c'est qu'il faut absolument concevoir le numérique comme l'inverse de ça. Le numérique n'est pas l'ennemi de la proximité. Au contraire, le numérique est l'ami de la proximité si on sait s'en emparer. Et en particulier, l'ami de la proximité en zone rurale, en zone peu dense. Parce que par l'abolition du temps et de l'espace qu'il permet lorsqu'il fonctionne bien et lorsqu'on le maîtrise bien, ce sont évidemment deux paramètres majeurs. Il faut que ça fonctionne et il faut que les utilisateurs, aussi bien professionnels que consommateurs, le maîtrisent correctement. Il y a là d'énormes enjeux, mais sous réserve que cela fonctionne et qu'on le maîtrise, ce sont des outils
formidable pour permettre le développement d'activités nouvelles ou le développement plutôt d'activités traditionnelles sous des formes nouvelles. Ça donne la possibilité de liens entre le consommateur et le producteur, de liens directs, de liens pour l'achat, de liens pour l'analyse, de liens autour de la transparence, de la mise en valeur de la qualité du travail des agriculteurs, des produits qu'ils proposent. Donc c'est globalement, pour moi, et je pense que c'est un message qu'il faut qu'on porte, qui est très bien compris par les professionnels. Je pense qu'il n'y a pas de sujet. Le monde agricole sur la question de la numérisation me semble souvent plus en avance que d'autres secteurs économiques, souvent. Donc du côté des professionnels, je pense que le message est de plus en plus une évidence, et pas simplement avec les dernières générations, avec les nouveaux installés, mais avec tout simplement des professionnels qui s'adaptent au fil du temps. Mais il faut maintenir le cap, et puis pour que ce soit vraiment un allié, il faut le dire, il faut le faire. Parce que ça peut aussi être un obstacle si ça ne fonctionne pas, si on ne s'en empare pas bien, ou si on laisse d'autres acteurs s'emparer du sujet. Donc voilà, moi mon idée et mon point d'entrée sur ces échanges, c'est celui-là. Le numérique doit être compris, perçu et travaillé comme un atout et un allié du producteur et du consommateur dans un lien de proximité toujours renforcé. Patrick, on a bien entendu ce numérique-là, outil quasiment indispensable maintenant au niveau du monde agricole, mais il y a quand même des zones, quand vous parlez du numérique dans le monde rural, le monde agricole, il y a quand même des zones où il va falloir que nos opérateurs fassent quelques efforts. Vous êtes d'accord avec moi ? Quand je vous disais, ça fonctionne et c'est l'allié du local, sous réserve que cela fonctionne et que l'on maîtrise. Dans le sous réserve que cela fonctionne, c'est pas la technologie en tant que telle qui est interrogée, c'est son déploiement et son fonctionnement. La couverture téléphonie mobile est insuffisante, reste insuffisante dans notre pays, même si des efforts conséquents sont conduits. Le déploiement du très haut débit, de la fibre optique, est en cours et accélère de jour en jour et de semaine en semaine, mais il est encore loin d'être satisfaisant, en particulier dans un certain nombre de territoires ruraux, même s'il ne faut pas exclure certains territoires urbains ou périurbains qui sont très mal traités. Mais ce qu'il est important, les deux choses sont importantes en la matière. D'abord, de constater qu'il n'y a plus d'interrogation de principe sur la nécessité de déployer ces solutions très haut débit. Plus aucun responsable politique, public ou privé ne dit le haut débit ne sert à rien, la fibre optique ne sert à rien, les solutions numériques de transfert de données massives à haute vitesse ne servent à rien. Plus personne ne dit ça. C'était pas forcément le cas il y a 10 ou 20 ans. Donc c'est déjà en soi une avancée. Et l'État, depuis plusieurs années, les régions, les départements, les collectivités, les acteurs constitués, les chambres consulaires, les chambres d'agriculture, tout le monde concourt à ce message général. Et pour ce qui concerne des pouvoirs publics, État, collectivités, tout le monde participe au financement. Maintenant, ça ne va pas assez vite, c'est évident. Et chacun souhaite que la situation soit réglée plus rapidement. Il serait aussi souhaitable que les opérateurs privés sur la partie téléphonie aillent plus vite dans les secteurs entre guillemets sous-dotés ou mal équipés. On nous a beaucoup expliqué pendant et encore aujourd'hui que le taux de couverture de la population était de 90, 95, 98%, et en même temps, nous le voyons dans nos territoires, dans les territoires ruraux, tous les jours, des zones où ça ne fonctionne pas. Alors, le New Deal mobile permet de déployer de nouveaux pylônes, d'avancer, mais ça avance beaucoup trop lentement. Alors, il faut ne pas lâcher la pression, se réjouir du fait qu'il n'y a plus de remise en cause de l'objectif, mais en revanche, maintenir la pression pour que l'objectif soit atteint le plus rapidement possible. C'est, je crois, la volonté
de tous les responsables politiques. Maintenant, il faut que ça se traduise en fait, et il serait bon que les grands opérateurs tiennent leurs engagements. C'est pas toujours le cas. Alors, merci Patrick. Ne bougez pas, hein, on est encore là pour un petit moment. Laurent Bilger, on parle, Patrick l'évoquait aussi, de circuits courts. On en parle beaucoup depuis quelques années maintenant, plus encore depuis le début de cette crise sanitaire qui est toujours là, qui est toujours présente. Comment vous expliquez cette tendance au circuit court ? Alors, Alain, déjà, j'adhère largement à ce qu'a dit monsieur. Et je dirais que ce qu'il évoque, c'est une réappropriation dans le cadre, par exemple, des circuits courts par les producteurs d'un savoir-faire, maîtrise du discours, maîtrise du savoir-faire, maîtrise d'un patrimoine. Et par exemple, on a eu des très beaux podcasts, notamment sur Ouest France, par exemple, qui a donné la parole à des agriculteurs, des maraîchers, par exemple, dans le cadre d'un podcast. Donc c'est une prise de parole qui est assez neuve finalement. C'était une très belle réussite. Bon, le contexte du Covid, c'est un contexte de défiance qui a polarisé la défiance que j'évoque vis-à-vis de l'alimentation. La mauvaise alimentation, c'est aussi une crise du territoire, le Covid. C'est-à-dire qu'il y a eu un recentrage sur le local. Et je dirais que d'un certain point de vue, le circuit court, c'est un concept qui existe depuis longtemps, qui existe notamment depuis Fukushima. Donc il est lié à une crise. Il a été formalisé notamment par Michel Barnier en 2009. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y a de vraies attentes en matière d'alimentation. Dans un contexte de défiance, il y a une réappropriation du bien manger, de la nutrition, une méfiance vis-à-vis d'une alimentation mondialisée qui fait que pour X raisons sociales, sociétales, nutritives, gustatives, le circuit court peut s'imposer. Encore faut-il préciser que ce contexte du Covid... il y a une étude récente par Madame Chiffonneau, une sociologue qui fait référence là-dessus, qui a estimé à plus de 20% la fréquentation des circuits courts. Même si la notion de circuit court, il faudrait revenir après, absolument, intègre énormément une grande diversité de figures et de modèles. Elle a estimé à plus de 20% la fréquentation des circuits courts, sans qu'il y ait un type sociologique particulier, si tu veux, de profil concerné. Après, est-ce que l'après-Covid va voir que ça perdure ? Là, effectivement, c'est une question. Mais néanmoins, il y a un fort engouement qu'on définira après. Voilà. De toute façon, tout au long de la semaine, on va... Absolument. Vous ne nous quittez pas. Vous restez avec nous tout au long de la semaine. D'autant que le post-Covid, on le construit ensemble. Exactement. On en parlera. Frédéric Laforgue, vous êtes toujours là, monsieur le maire de Castelnau-le-Lez. Frédéric ? Bonjour Alain. Bonjour Frédéric, je le répète, merci encore, vous avez un agenda fort chargé. Est-ce qu'il fait beau à Castelnau-le-Lez, Frédéric ? Je vous confirme, on a le soleil. Voilà, comme d'habitude. C'est magnifique. Frédéric, votre ville ambitionne de créer un campus. Alors on est toujours dans les nouvelles technologies, dans ce monde agricole où je le répète, je pense que nos amis agriculteurs en ont conscience bien évidemment, mais il faut pas avoir peur du numérique, il faut pas avoir peur des nouvelles technologies. Votre ville, Frédéric, ambitionne de créer un campus numérique. Quel lien entre ce campus numérique et le monde agricole ? Ça me chiffonne. Je dirais qu'on a la démarche inverse de mon confrère de Bourgogne. Aujourd'hui, Castelnau-le-Lez est une ville périurbaine, puisque c'est la deuxième ville de la métropole de Montpellier et la 7e ville de l'Hérault. On a fait un pari avec mon équipe il y a 3 ans en arrière sur le numérique. Donc aujourd'hui, on a une zone d'activité qui est au sud de la commune.
avec des grands noms du numérique, puisqu'on a les studios d'Ubisoft, CGI, le quatrième entreprise informatique mondiale. On a Predict, Dell qui a 2 pas. Voilà, donc on a tout ce secteur qui est privilégié au numérique, et juste à côté, on a sacralisé 56 hectares de terres agricoles et viticoles dans le schéma de cohérence territoriale de la métropole. Donc juste côte à côte, vous avez ces entreprises du numérique et un secteur viticole et agricole qui a été préservé. Et là, à cet endroit, l'objectif est d'installer, puisqu'on a une gare TER qui est prévue, d'installer un campus lié au numérique. Alors, un campus lié à la formation initiale et à la formation continue, sachant que 85% des métiers de demain n'existent pas aujourd'hui. Donc tout l'intérêt d'avoir un campus de formation. Et là, lié au secteur agricole aussi, sur la formation agricole, on a déjà l'école Microsoft liée à l'intelligence artificielle qui est venue à Castelnau, la deuxième en France. La première était à Paris, à Issy-les-Moulineaux, et la seconde a été à Castelnau. Donc voilà, on essaye de lier formation et numérique, et puis avoir ce lien direct en secteur périurbain avec le monde agricole, le monde viticole, puisque en Terre d'Hérault, on a la viticulture qui est bien développée. Donc voilà l'idée de garder ce lien. Alors en effet, ce que je disais monsieur précédemment, de garder cette proximité entre le numérique et cet atout de la proximité, même en secteur périurbain, il faut qu'on le garde, et surtout sur les circuits courts. On a une zone d'activité donc qui s'appelle Eureka. Là, on a préservé un verger à cet endroit, et donc on va développer dans cette zone d'activité un lien direct de circuit court avec le verger. Donc voilà les idées. Donc ça paraît atypique, mais garder le monde agricole et viticole en plein cœur de la cité économique numérique. Oui, alors Laurent, vous vouliez prendre la parole, après on reviendra vers Patrick. Vous voyez, ce territoire national avec ses régions, l'Occitanie, Castelnau-le-Lez, la Bourgogne aussi, tellement de dynamisme, et c'est cette France que l'on aime aussi, qui est une France dynamique avec ses élus, des élus locaux qui font un travail de terrain admirable, que ce soit dans le numérique, avec le monde agricole, et je trouve ça extraordinaire. Laurent, vous vouliez rajouter peut-être quelque chose? Merci Alain. Pour rebondir sur ce que Monsieur le maire de Castelnau évoque, là où effectivement la démarche fait tout à fait sens, c'est que d'une part, on peut parler de start-up liées à l'agriculture. Il y en a un grand nombre, ne serait-ce que par exemple sur le prêt de machines agricoles, sur l'optimisation de l'arrosage. Il y a énormément de projets aujourd'hui, où la France d'ailleurs est assez pertinente, d'une part. Donc ça fait tout à fait sens d'avoir ce pôle effectivement digitalisation, incubation de start-up au profit de l'agriculture. Et d'autre part, lorsqu'on songe, mais ça c'est une boutade, que on a vu les chiffres, Bill Gates, l'alimentaire et l'agriculture devient un lieu de spéculation pour les géants des GAFA, un enjeu de fond. Il vient d'acheter des milliers d'hectares. Donc on a envie de dire... ce campus du numérique, il fait sens aujourd'hui, et l'associer à du local, parce que c'est avec ces innovations qu'effectivement que le local sera rendu possible, parce qu'aujourd'hui il est peu rémunérateur, le circuit court. C'est pas l'objet là, mais le digital ne peut que favoriser de meilleurs business models. Parenthèse, Olivier Samson, il est là, face à moi. Là, voilà, face à moi. Là, regardez un peu les dessins que nous fait notre ami Olivier. Je ne perds pas de vue, je crois qu'il nous accompagne encore jusqu'à demain, c'est ça Olivier? Je ne perds pas de vue de le faire venir sur le plateau, ici, pour vous faire un petit coucou. On reprend, merci en tout cas Olivier, merci pour votre talent et pour votre sourire aussi. Il est là, il travaille dur. Alors,
J'ai bien écouté Laurent, j'ai bien écouté Frédéric et également notre ami Patrick Molinoz. Ma question, c'est comment est-ce que consommer local est plus facile avec le numérique? Et là, je m'adresse à Patrick Molinoz. Est-ce que consommer local est plus facile avec le numérique? C'est ce que j'entends. J'entends beaucoup. J'avoue que, bon, j'ai beaucoup de réticence. Patrick? Collègue, oui, tu m'entends? Allô? Oui, Patrick, on vous entend. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, Patrick. J'ai pas forcément entendu en quoi il y avait éventuellement une approche différente entre le collègue maire et ce que j'avais pu indiquer. Moi, j'ai indiqué quelques principes généraux en évoquant à ta demande le sujet réseau. Il faut que ça fonctionne, c'est ce que je disais. Et puis, une question d'usage, il faut que celui qui utilise aussi bien le producteur que le consommateur ait la maîtrise des outils. Et c'est évident, cette maîtrise, elle existe de manière naturelle, quasiment naturelle, pour une partie importante et croissante de la population, mais elle n'est pas naturelle, et pas simple, et parfois même complexe, pour une autre et encore très importante partie de la population. Je ne parle pas des 16-17% d'électronistes, mais tout simplement de la quasi-moitié de la population qui est plus ou moins à l'aise avec les outils numériques. À la question, est-ce que le numérique est un accélérateur de consommation locale et de circuit court? Si c'est ça l'interrogation, moi je réponds oui, 1000 fois oui, encore une fois sous réserve d'avoir la maîtrise. Dans le débat qui parfois enflamme sur les grandes plateformes internationales américaines, pour ne pas les nommer, de vente en ligne, on oublie souvent de dire que ce débat, il occulte l'évolution du modèle de la vente en ligne, qui est passé au début des années 2000, au lancement en réalité des systèmes de vente, d'un système où on avait un achat massif et une revente directe par l'entreprise qui achetait, et donc c'était une espèce de grossiste vendant directement aux consommateurs, à un système numérique qui déploie de plus en plus des places de marché, c'est-à-dire qui offre en réalité la solution numérique et logistique à des producteurs et à des commerçants et à des acteurs économiques locaux d'avoir une visibilité numérique sur une zone de chalandise X, Y, Z, celle qui correspond à la nature et à la taille du commerce concerné. Et à l'autre bout de la chaîne, et la crise du Covid, le confinement et la situation qu'on vit actuellement nous a amené à développer considérablement nos pratiques en tant que consommateurs. On va regarder de manière virtuelle ce qui existe, ce que l'on peut acquérir, et on peut faire le choix d'acquérir de l'hyper-proximité. On doit faire le choix d'acquérir de l'hyper-proximité, si l'hyper-proximité est visible et présente. Il est infiniment plus pratique pourquoi est-ce que j'irais sur une plateforme pour acheter un produit qui vient de 5000 km parce que la plateforme, j'y vais depuis mon canapé, j'y vais à 3h du matin si j'en ai envie, ou à midi, quand j'ai le temps, quand ça me chante, mais rien ne m'oblige à aller chercher le produit qui vient de 10 000 km. Si sur ma tablette arrive le produit que l'agriculteur local, mon voisin que je connais, a mis en ligne et que je sais qu'il a le stock, qu'il a le produit dont j'ai besoin disponible chez lui et que je peux le réserver, le payer en ligne ou pas, c'est à la limite un autre sujet, eh bien, là, le numérique devient un allié considérable. Ça m'évite de me déplacer au magasin pour rien, pour m'apercevoir qu'il n'y en a pas, de passer un coup de fil. Donc, ce sont des changements de pratiques assez intuitifs qui sont en train de se généraliser. Alors évidemment, tous les consommateurs ne le font pas. Il y a de multiples questions de maîtrise, de sécurité, et le monde numérique ne va pas régler les dysfonctionnements ou les biais du monde traditionnel de la production ou du commerce. Ça n'est qu'un moyen. Mais un moyen qui amène du confort,
qui élargit pour le producteur sa zone de chalandise au niveau qu'il estime juste, et qui élargit aussi pour le consommateur sa possibilité de choix, de comparaison, d'information, de choix éclairés. Nous déployons en région, par exemple, nous finançons avec un certain nombre de partenaires, notamment la Chambre d'agriculture de Saône-et-Loire, ou avec AgroSup, je regarde ma fiche pour ne rien n'oublier, des outils qui permettent d'accroître la transparence sur les pratiques, qui permettent dans le domaine de la viticulture de développer de nouveaux outils, qui permettent dans le cadre d'un partenariat avec AgroSup de développer des outils de simulation, de gestion de micro-fermes, donc de pratiques professionnelles nouvelles, qui, avec la Chambre du 71 encore, permettent de développer des outils qui valorisent les bonnes pratiques agricoles, celles qui sont utilisées par les producteurs, pour qu'ils fassent mieux connaître leur manière de produire, pour qu'ils valorisent la qualité de leurs produits, mais aussi de leur travail. Ça, c'était impossible avant le numérique, sincèrement. Impossible. Donc le champ des possibles qui est quasi... Ah, oui, pardon. Là, voilà. C'était trop long. Ouais, c'est bon. On a récupéré Patrick. Hein, Patrick, vous êtes toujours là? Patrick, pardonnez-moi. Frédéric est toujours là? Oui, je suis toujours là. Frédéric, quand Patrick dit le producteur local est un allié, alors il nous reste 3 minutes, hein, messieurs, 3 minutes. Le producteur local est un allié, vous le concevez ainsi, monsieur le maire? Quelle relation vous avez avec vos producteurs? C'est des relations toujours de proximité et directes. Je rejoins mon collègue de Bourgogne. Il faut qu'on adapte les circuits par rapport à nos producteurs, et puis il y a une formation. On parle d'illectronisme, ça fait partie aussi de nos paris, hein, sur notre engagement vis-à-vis du numérique. On ne doit pas avoir une partie de la population qui doit être laissée pour compte. Donc, bien sûr, par tranche de métier, par tranche d'âge, dès le plus jeune âge, on a créé une académie numérique au sein des écoles pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, et puis aussi pour les producteurs, mais aussi pour les commerçants. Oui. Là aussi, si on veut développer le circuit court, il faut une formation au numérique, et en effet, la facilité du numérique ne doit pas empêcher la facilité de la proximité. Bien évidemment. Alors, cette alimentation saine et sûre, il reste 1 minute 50. Est-ce que je peux avoir une conclusion de Patrick et de Frédéric en 15 secondes chacun? Est-ce que c'est possible? Patrick? Allez-y. Non, la conclusion, c'est qu'il faut... Quelques secondes. Il faut développer une plus grande maîtrise des outils numériques par les consommateurs. Il faut les accompagner, il ne faut pas les forcer, et par les professionnels également. Le numérique, c'est un moyen au service un formidable moyen, à condition de le maîtriser, de le contrôler, de ne pas le laisser dériver. Ça n'est rien d'autre qu'un moyen, mais c'est un formidable moyen, et un moyen dont on peut tirer de grands bénéfices pour les consommateurs, pour les producteurs, pour l'économie nationale. Voilà, moi je suis très convaincu de cela, mais voilà, il ne faut pas être naïf par rapport à cet outil, il faut être en maîtrise. Merci Patrick. Frédéric, quelques secondes. Alors quelques secondes, je vais reprendre les propos de Patrick, hein. Et il faut utiliser le numérique à bon escient, et ne pas opposer non plus les différents utilisateurs. Entre le monde, je dirais, rural et l'urbain, aujourd'hui, peut-être grâce au numérique, on aura un lien encore plus privilégié. Frédéric, on vous retrouve demain. Hein. On vous retrouve demain. Oui. 10 secondes. 10 secondes, Laurent. Il y a une expérience du local, et nous on intervient par exemple dans le retail ou la mode, on parle de phygital, l'expérience du local, l'intimité avec les producteurs qui fait le local,
elle passera aussi par un hybride digital local. Patrick, entendu. Frédéric, Voilà. Laurent, merci à vous. Demain, mercredi, 14 h, nous parlerons bien évidemment alimentation, qualité, restauration collective en période de crise. On y est, bien évidemment. Pour ce faire, j'accueillerai Laurie Vestrat, Landy, adjointe au maire de Gravelines, Karine van der Straten-Venza, directrice d'école, Mona Trekia, qu'on connaît bien, conseillère territoriale pleine commune Grand Paris. Frédéric, il sera demain encore au rendez-vous avec nous et c'est un grand plaisir aussi d'avoir à mes côtés Laurent Bilger. N'oubliez pas www.villachemance.fr, c'est ici que ça se passe et nulle part ailleurs. Tout de suite après, vous ne bougez surtout pas, mon excellent confrère Philippe Lefebvre qui va vous parler des influenceurs dans le monde agricole. Portez-vous bien, dormez bien, mangez bien. À demain. Bye bye.